Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, je vais faire l'appel. Donc moi-même présent. Arnaud Padeloup. Présent. Jessica Drouet. Présente. Jocelyn Marc. Présent. Éloirie Fatima. Présente. Martin Sébastien. Archambault Marie-Noël m'a donné pouvoir. Blanche Gall. En retard. Je pense. Varlet Jacques. Anquetin Isabelle. Ringeval Corinne. Bento Isabelle. Planche Vincent. Bacraclic Adam. Bregueville Frédéric. Chabrier Guillaume. Avril Emmanuel. Imad Zora. Da Joseph. Varejao Dina. Mouton Godet Jade. Alberstadt Thomas. Jean-Paul Chevilla a donné pouvoir à Jacques Varlet. Nold Laure. Adichan Lassan a donné pouvoir à Nelligo. Gonelli. Et Pinchot Pierre-Yves. Parfait, je vous fais passer cette feuille de présence, si vous voulez bien la signer, s'il vous plaît. Alors avant de démarrer ce conseil municipal du 30 mai, je voulais juste vous demander de nous lever d'effectuer une minute de silence pour notre collègue Jean-Luc Gris, maire de Gaillon-sur-Moncian, qui, à quelques jours de ses 60 ans, a perdu brutalement sa vie. Donc bien évidemment, j'ai une pensée pour sa famille, ses amis et le conseil municipal de Gaillon-sur-Moncian. Si vous voulez bien vous lever. Je vous remercie. Alors, à l'ordre du jour de ce conseil municipal, il y a en premier lieu les informations. Ce qui concerne les arrêtés de délégation, vous avez tous vu que M. Bregueville
a reçu une nouvelle délégation, et cette délégation est contrôle et sécurisation des établissements recevant du public en lieu et place de sa précédente délégation. Et Madame Corinne Ringeval a reçu la délégation de conseillère municipale déléguée aux festivités, animations, attractivités de la commune. Ces deux délégations au 1er avril. Ensuite, il y a le compte-rendu des décisions du maire. Et en autre point, je vous en avais parlé lors du dernier conseil municipal, je souhaitais, même si ce n'est pas une obligation, mais que vous puissiez recevoir le rapport 2021 du vice-président en charge du développement durable au sein de GPSO, en l'occurrence moi-même, qui a été voté le 10 mars dernier par le conseil communautaire. Ce compte-rendu résume l'ampleur du sujet développement durable, avec les 5 finalités mentionnées au Code de l'environnement, à savoir la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale, la solidarité entre territoires et générations, notamment avec l'ANRU, donc la rénovation urbaine, la dynamique, le développement suivant les modes de production et de consommation responsables. Et ces 5 finalités recouvrent les 3 piliers du développement durable, à savoir économique, environnemental et social. Il comporte un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le territoire, des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité. Vous avez certainement pu y lire que dans le cadre du plan climat air énergie territorial, je suis allé à la rencontre des 73 maires de la communauté urbaine pour leur expliquer nos ambitions en termes d'environnement sur notre territoire de 500 km². J'ai aussi rencontré, et j'ai commencé à rencontrer la plupart des grandes entreprises de notre territoire, comme RTE, Enedis, GRDF, Suez et plein d'autres, pour leur expliquer aussi cette ambition plan climat. Et dernièrement, si vous suivez mon actualité, vous avez pu voir que j'ai réuni tous les bailleurs sociaux du territoire pour les inciter à rénover l'ensemble de leur parc immobilier. On va en parler aussi tout à l'heure lors de ce conseil. Dans ce rapport développement durable, on y parle du règlement local de publicité intercommunale, qui est aussi là pour préserver la qualité de notre visibilité, des vues de nos villages, avec la pollution que la publicité engendre, mais aussi pour la faune nocturne, etc. Sachez qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur le plan de prévention du bruit. J'espère bien que la communauté urbaine soit mobilisée sur ce sujet. Le schéma directeur multi-énergie pour pouvoir travailler sur les énergies renouvelables à l'échelle de notre territoire, entre la géothermie, que j'espère dans le quartier de Gare, le photovoltaïque, ou voire même tout ce qui est méthanisation. Je travaille aussi avec les services sur un plan air renforcé pour pouvoir analyser la qualité de l'air de notre territoire. Et enfin et surtout, je suis en train de travailler un atlas de la biodiversité pour éviter à terme de devoir compenser via des sommes astronomiques la compensation environnementale. Et pour éviter de compenser, il faut éviter. Donc pour éviter, il faut savoir ce dont nos territoires regorgent en termes de biodiversité, pour notamment éviter de sortir des ZAC, des OAP ou d'autres sujets urbanistiques, là où on a une faune et une flore très bien implantées. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points d'information? Bien, je vous remercie. En termes de délibération, il y a le procès-verbal de la séance du 31 mars. Y a-t-il des interventions sur ce procès-verbal? Déjà, oui, je voudrais faire une information. Est-ce que c'est possible avant la délibération? Alors, si ça concerne le point, sinon c'est en point divers. Non, c'est en point divers alors. Bon, on mettra en point divers. Tout ce qui est en point divers, par contre, si c'est une information en lien avec un des points qu'on va voter, là, vous pouvez agir sans aucun problème. Mais si c'est un point divers, on le place en point divers. Point divers, on peut le considérer comme ça. Le procès-verbal, c'est bon pour tout le monde? Non. Il y a des... Pour le point 3, vous avez mis 4 contre, alors que nous n'étions que 3. Et on est bien nommé à 3, mais vous avez mis 4 votes contre. Et le point 4, vous avez mis 3 abstentions, alors que nous n'avions pas pris part au vote pour le compte de gestion. J'ai un doute pour ce point-là. Mais ouais, il faut vérifier, il y a l'importance de la vidéo. Mais justement, quand on a sorti le procès-verbal, j'ai bien revérifié.
Mais ok, on revérifiera. Et par contre, quand je vous avais redemandé la confirmation que les impôts ne seraient pas augmentés pendant votre mandat, vous m'aviez dit que oui. Et là, sur le compte-rendu, c'est marqué que vous alliez, que vous entendez bien essayer de tenir votre promesse. C'est bien, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais vous étiez engagé à ne pas les augmenter Non mais d'accord, du tout. mais c'est ce que j'ai dit et c'est ce qui est écrit dans le procès verbal. Oui, mais j'avais tiqué sur le essayer et vous m'aviez dit oh non, oui, non, je tiendrai ma promesse. Mais c'est pas écrit. Ah mais C'est pas d'accord, écrit. mais Hein, donc c'est un peu. on voilà. peut revenir sur tout le point du dernier conseil municipal, mais à mon avis, on est mais- encore là très tard ce soir. Enfin, les deux autres, c'est sûr. Hein. Donc voilà. Donc les deux autres, on vérifiera. Vous avez certainement raison, je pense, sur le point 3. Il doit y avoir une coquille. Très bien. Du coup, on doit quand même le voter. Oui, on le modifiera. S'il y a une erreur, on le modifiera. Voilà, s'il y a une erreur, on le modifiera, mais on vous demande de le voter ce soir. Et bien évidemment, on vous l'enverra d'ici demain ou après-demain, modifié avec les modifications à l'ensemble du Conseil. Bien, sur ce procès verbal, en prenant en compte les demandes de modification de l'opposition, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie, voté à l'unanimité. Ensuite, deuxième point, l'arrêt du règlement local de publicité intercommunale, et je vais laisser la parole à Madame Drouet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, c'est la communauté urbaine qui, justement, est compétente en matière de règlement local de publicité. Celle-ci s'est engagée dans l'élaboration du RLPI dès décembre 2019 sur tout le territoire afin d'assurer un équilibre entre le droit à la diffusion d'informations par les acteurs économiques d'une part et la protection du cadre de vie et des paysages d'autre part. Les objectifs du RLPI, pour rappel, sont de renforcer l'attractivité et le dynamisme des activités commerciales en privilégiant des dispositifs publicitaires de qualité et assortis sur tout le territoire, d'améliorer l'efficacité des installations sur le principe du moins mais mieux, de lutter contre la pollution visuelle et de préserver ainsi le patrimoine naturel et bâti en garantissant l'intégration des signalisations dans l'environnement. La communauté urbaine a donc mis en œuvre un travail de collaboration avec les 73 communes au cours de 2 conférences des maires et des échanges avec les communes, des réunions et des ateliers, avec l'ensemble des personnes publiques associées, c'est-à-dire l'État, le département, la région, le parc naturel du Vexin, les professionnels concernés, les commerçants, les sociétés d'affichage, etc. Et il y a eu également un bilan de concertation avec le public. Les éléments essentiels du RLPI arrêtés sont l'interdiction de publicité maintenue dans les secteurs non urbanisés et dans les communes du parc national régional du Vexin. En agglomération, il y a différentes zones, on en a déjà parlé, 4 zones. En ce qui concerne notre zone, ce qui est admis, c'est la publicité sur mur à raison de 4 mètres carrés. La publicité scellée au sol est interdite et il y a obligation d'extinction des enseignes entre minuit et 7 heures. Bien, merci. Excusez-moi, je n'ai pas terminé. Il est donc proposé au Conseil municipal de rendre un avis favorable sur ce projet de règlement. Considérant que le RLPI est conforme aux intérêts de la commune de Mézières-sur-Seine, il est donc proposé cet avis favorable. Monsieur le maire, excusez-moi, je vous laisse la parole. Il n'y a pas de souci, merci Madame Drouet. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est un point qui n'est pas dans l'obligation de le passer en conseil municipal, puisque un non-vote du conseil municipal vaut approbation vu que c'est passé en conseil communautaire. Mais comme d'habitude, en toute transparence, j'ai préféré le passer en conseil municipal. Y a-t-il des questions sur ce RLPI? Bon, ça fait un moment qu'on en parle, très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Troisième point, il s'agit de la participation de la commune à la carte imaginaire année scolaire 2022-2023. Et je laisse la parole à Madame Elouari. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Alors, comme chaque année, il est proposé aux membres du Conseil que la commune prenne en charge une partie du coût de la carte de transport en commun imaginaire pour les collégiens, les lycéens et, depuis l'année dernière, aux étudiants fréquentant les établissements privés au public du secondaire. Alors, il est rappelé que la subvention tiers payant dispose de 4 possibilités de participation, soit une prise en charge à 100%, forfait plus frais annexes en cas de vol, etc., ou soit une prise en charge à 100% sur le forfait uniquement,
soit une prise en charge d'un montant fixe identique pour tous sur le forfait uniquement, ou encore une prise en charge d'un montant fixe sur le forfait uniquement, mais différent selon les revenus du titulaire de la carte. Pour l'année scolaire 2021-2022, le Conseil a opté pour la troisième option, c'est-à-dire un montant fixe de 95 € par titulaire. Le tarif de la carte imaginaire est inchangé pour cette année, pour l'année 2023, pour la prochaine rentrée, soit 350 € par an de frais de dossier inclus, hors subvention départementale ou sociale pour les élèves boursiers. Considérant que la possession d'une carte de transport imaginaire est un préalable incontournable et nécessaire pour tout étudiant méziérois dès son entrée au collège, considérant à ce titre que la municipalité entend poursuivre son accompagnement aux familles méziéroises en prenant en charge une partie du coût de cet abonnement annuel, considérant que le montant de l'abonnement pour l'année scolaire 2022-2023 est identique à celle de l'année dernière, il est proposé donc aux membres du Conseil d'acter des modalités de participation communale aux abonnements imaginaires des élèves et étudiants méziérois dès leur entrée au collège pour l'année scolaire 2022-2023. Une adhésion au choix numéro 3 du contrat avec le groupement d'intérêt économique commu-titre, soit une prise en charge du prix du forfait à hauteur de 95 € par titulaire d'une carte imaginaire. Bien, merci Madame Eloiry. Et je rappelle que sur ce point 3, comme je l'ai expliqué en commission scolaire enfants-jeunesse du 16 mai, on n'a pas jugé utile d'augmenter la participation de la commune de Mézières, même si ça fait des années qu'elle est la même. Aussi pour la simple et bonne raison que depuis l'année dernière, on l'a ouvert aux étudiants, ce qui n'était pas le cas avant. De fait, dans notre budget, on a augmenté notre participation à l'intégralité des Méziérois, sans forcément flécher sur les collégiens ou les lycéens, puisqu'on l'a ouvert aux étudiants. Y a-t-il des questions sur ce point 3 ? Bien, je vous remercie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 4. C'est moi qui vais vous le rapporter. Il s'agit de l'instauration d'un tarif d'enlèvement et de nettoyage des déchets sauvages commis par les contrevenants identifiés sur le territoire communal. Afin de lutter plus durablement contre les dépôts sauvages de déchets constatés sur l'espace public, notamment aux entrées des chemins ruraux, la municipalité souhaite instaurer un tarif forfaitaire d'enlèvement et de nettoyage des dits dépôts sauvages de 500 € à l'encontre des contrevenants identifiés. En effet, le traitement de ces dépôts sauvages nécessite des moyens humains, financiers et matériels importants pour en assurer le ramassage, le traitement et l'élimination. Une majoration au coût réel sera appliquée à ce forfait en prenant en compte le poids, le volume, la nature, la dangerosité des produits manipulés, la difficulté d'accès ou la nécessité de recourir à l'intervention d'un prestataire extérieur pour un traitement adapté de déchets spéciaux et de pollution du site. Après constatation de l'infraction et identification des auteurs, ces derniers seront poursuivis pénalement pour non-respect de la réglementation et atteinte à l'environnement. Le conseil municipal est invité à délibérer. Aussi, considérant que la volonté municipale est de préserver le cadre de vie de l'ensemble des Méziérois, considérant le renforcement des moyens alloués à la tranquillité publique, l'installation de vidéosurveillance, le recrutement d'un agent de surveillance de la voie publique opérateur de vidéosurveillance, le déploiement d'actions de sensibilisation et de préservation en matière de déchets, et de prévention en matière de déchets, les déjections canines, les différents rappels dans le magazine municipal, considérant la nécessité de lutter plus durablement contre les dépôts sauvages de déchets sur l'espace public, considérant que le traitement de ces dépôts sauvages de déchets nécessite des moyens humains, financiers et matériels importants pour en assurer le ramassage, le traitement et l'élimination, considérant que le fait de déposer des déchets sur la voie publique constitue une infraction et qu'il est par conséquent anormal que les administrés aient à payer les conséquences de celle-ci, il est proposé au conseil municipal d'instaurer un tarif d'enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages de déchets commis par les contrevenants identifiés sur le territoire communal. Je dis bien sûr identifiés. Quand ils ne sont pas identifiés, on sera obligé de déposer plainte contre X comme d'habitude, et ce sera malheureusement comme d'habitude classé sans suite. De fixer le montant forfaitaire de ce tarif d'enlèvement et nettoyage des dépôts sauvages à 500 € minimum. De préciser que ce tarif sera calculé au coût réel des frais engagés par la collectivité en cas de dépassement du forfait, compte tenu du poids, du volume, de la nature, de la dangerosité des produits manipulés, de la difficulté d'accès ou la nécessité de recourir à l'intervention d'un prestataire extérieur et adapté de déchets spéciaux et de dépollution du sol. De préciser que les recettes en résultat seront imputées sur les budgets des exercices correspondants. De préciser que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir au tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? J'espère qu'elle fera l'unanimité. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous en remercie. Vote à l'unanimité.
Point numéro 5, convention CAPECO avec l'association Synergilab. Madame Drouet, je vous laisse la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Nous continuons sur le thème de l'environnement, puisque la municipalité ambitionne de rendre nos bâtiments communaux plus vertueux, tant pour des motivations écologiques qu'économiques. Cette transition doit s'accompagner d'une réflexion afin de garantir le confort des utilisateurs et dans les écoles de bonnes conditions d'apprentissage. C'est donc dans ce cadre que l'association Synergilab a été contactée et qu'un projet de convention est soumis au Conseil. Cette convention de collaboration a pour objet de définir le cadre de réalisation sur la commune de Mézières-sur-Seine de l'action CAPECO qui vise à démocratiser et renforcer les capacités d'agir en faveur de la maîtrise de l'énergie, de la qualité de l'air et de la transition énergétique et écologique dans les écoles du territoire de GPSO. Le projet s'appuie sur la mise en place temporaire d'une chaîne de mesure constituée de plusieurs capteurs communicants qui vont transmettre donc les consommations énergétiques, la température, l'humidité, la lumière, le taux de CO2, les composés organiques volatiles, etc. et l'accès à une plateforme de restitution de ces mesures prises. Ce dispositif, conçu selon une approche dite de low-tech, respectant les principes d'éco-conception, a été développé par l'entreprise Zenteco à l'issue d'une consultation publique sur la base du cahier des charges établi par Synergilab en partenariat avec Énergie Solidaire. Cette action a été rendue possible avec le soutien financier, bien sûr, de la région d'Île-de-France, de l'ADEME, le PIA Écocité et les fonds européens FEDER. Le déploiement des chaînes sur le territoire se fera auprès de plusieurs cibles et pourra, en fonction de la cible, être complété d'un accompagnement technique et d'animation pédagogique pour faciliter la compréhension des enjeux, la prise en main de l'outil et l'évaluation de la situation et l'adoption de bonnes pratiques. Les dispositifs seront implantés dans une classe au sein de chaque école de la commune pour une durée d'1 an, afin d'identifier les variations de consommation et d'usage selon les périodes de l'année. Au terme de cette année de récolte de données, la commune pourra identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre et cibler ainsi les mesures à adapter en fonction de l'avis de l'établissement concerné. Aussi, considérant que la municipalité entend récolter des données afin d'étudier les mesures et aménagements à mettre en œuvre au sein des écoles afin de réaliser des économies d'énergie tout en améliorant le confort des utilisateurs et les conditions d'apprentissage, considérant que la convention de collaboration proposée par l'association Synergilab répond à cet objectif, il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'approuver la convention de collaboration avec l'association Synergilab dans le cadre de l'action CAPECO et d'autoriser Monsieur le maire à la signer et à en suivre l'exécution. Je vous remercie, Madame Drouet, et je rappelle aussi, et vous l'avez vu dans le cadre du vote du budget, c'est aussi l'année où on a commencé à investir dans du relamping, comme on dit, mais ça veut dire le passage en LED dans les écoles, ce qui va nous permettre aussi de voir l'efficacité de cet investissement, puisque, et j'en remercie aussi les agents, on fait tout cet investissement en régie. Y a-t-il des questions sur cette convention ou sur cette proposition? Non, très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 6, c'est moi qui vais la rapporter. Convention de mise à disposition de personnel avec le syndicat intercommunal de la région d'Épône. Ce syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Épône propose aux communes membres du syndicat, donc Épône, Mézières et La Falaise, la mise à disposition d'un agent technique à raison d'une après-midi par semaine pour Mézières-sur-Seine. Après étude des missions qui pourront lui être confiées, le service technique municipal est favorable à l'accueil de cet agent pour des missions d'appariteur ou de renfort sur des missions d'exécution au sein du service technique. La réglementation prévoit qu'une telle mise à disposition peut s'effectuer sans flux financier. Il est donc proposé de donner une suite favorable à cette mise à disposition. Considérant que le dispositif législatif et réglementaire précité prévoit que les agents territoriaux peuvent faire l'objet d'une mise à disposition auprès des collectivités territoriales ou établissements publics en le relevant, considérant la fiche de poste de l'agent pressenti pour cette mise à disposition et les besoins du service technique communal, considérant que les conditions de mise à disposition de cet agent sont conformes à ses besoins, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la mise à disposition d'un agent technique du CIRE auprès de la commune de Mézières-sur-Seine dans les conditions définies à la convention annexée et d'autoriser le maire à la signer. Y a-t-il des questions sur cette convention qui est passée en commission Affaires Générales le 20 mai 2022? Monsieur Pinchot. Oui, alors justement, on en a parlé en commission Affaires Générales, mais je voudrais que tous les Méziérois le sachent. Est-ce que, j'ai la réponse, mais je voudrais que vous la confirmiez, que la personne concernée est évidemment d'accord avec ce détachement et avec l'enrichissement de son poste
qui va en résulter. Alors, non seulement il est d'accord, mais surtout, je l'en remercie, puisque nous sommes contributeurs du Ciré, et tous les Méziérois le sont également, comme les Éponnois et les habitants de la Falaise, et c'est même à sa demande qu'il a souhaité aménager son poste à temps complet au Ciré. C'est bon pour tout le monde? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 7, règlement enfant-jeunesse 2022-2023. Madame Eloiry, je vous laisse rapporter ce point. Merci, monsieur le maire. Alors, le règlement enfance-jeunesse a été mis à jour en vue de son application à compter de la prochaine rentrée de septembre. Pour davantage de lisibilité, le règlement comprend désormais l'ensemble des services proposés aux 3-17 ans. Les principales modifications portent sur, entre autres, l'augmentation du tarif de la restauration, comme les années passées et pour le même motif, plus 3%, la modulation des tarifs de l'accueil du soir avec un créneau de 16h30 à 18h et un autre créneau jusqu'à 19h, donc ça c'est une nouveauté, la modulation des tarifs du mercredi pour un accueil par demi-journée, avec un tableau qui affiche les tarifs, l'extension des tarifs extramuros aux services périscolaires, l'instauration d'un tarif intramuros pour les agents communaux, l'instauration d'un tarif de restauration pour les enfants sous protocole d'accueil individualisé avec panier repas, la réduction du délai d'inscription à la restauration et aux accueils périscolaires, je pense que beaucoup de parents seront contents, la création d'une tarification spécifique pour les nuitées, la modulation des tarifs de l'étude surveillée selon le quotient familial et l'extension de l'UJM jusqu'à 17 ans. Ce règlement sera effectif au 1er septembre 2022. Considérant qu'il convient de mettre à jour le règlement des services enfance-jeunesse à compter de la rentrée scolaire de septembre 2022, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver ce règlement en vigueur à compter du jour de la rentrée de septembre 2022. Madame Eloiry, je vous remercie et je peux vous dire que ce règlement enfant-jeunesse nous a demandé beaucoup de travail et je remercie aussi pour le coup les élus d'opposition, comme quoi en commission on arrive quand même à travailler. Vous avez contribué et vous nous avez aidés sur ce règlement enfant-jeunesse, donc merci à vous. Je suis content qu'on arrive quand même à travailler en commission, même si parfois c'est pas toujours ce qu'on dit. Y a-t-il des interrogations sur ce point? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 8, rétablissement des voies de communication suite à la délimitation du domaine public autoroutier concédé pour l'autoroute A13. Madame Drouet, je vous laisse rapporter ce point. Merci, Monsieur Fontaine. Donc, pour rappel, le Conseil a été sollicité par la Société des autoroutes Paris-Normandie ces 2 dernières années dans le cadre de la répartition des responsabilités concernant les ponts au-dessus et tunnels en dessous de l'autoroute A13, garantissant la circulation sur la commune du fait de la création de cette voie rapide. La SAPN poursuit ses opérations de clarification juridique de l'ouvrage. Dans ce cadre, elle a chargé un cabinet de géomètres experts de procéder aux opérations de délimitation du domaine public autoroutier concédé sur les territoires des communes traversées. Le plan du projet a été transmis aux membres du Conseil. Il est proposé d'émettre un avis favorable sur ce projet qui fera l'objet d'un acte administratif gratuit dont les frais seront bien sûr à la charge de la SAPN. Donc ça représente 31 parcelles intégrales qui seront remises à la commune pour une surface de 2759 m² et 3 parcelles remises partiellement pour une surface estimée de 85 m², auxquelles s'ajoute une bande non cadastrée en bordure de voie pour une surface estimée à peu près équivalente. Considérant que rien ne s'oppose à ce que les terrains définis sur le plan annexé à la présente délibération soient réintégrés au domaine communal, il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'émettre un avis favorable à la délimitation des voies rétablies dans le cadre de la délimitation du domaine public autoroutier concédé de l'autoroute A13, telle qu'elle figure au plan que vous avez reçu, de prendre note que tous les frais relatifs à cette opération incomberont à la SAPN et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces inhérentes aux remises de ces voies à la commune. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 9, création d'un comité social territorial commun entre la commune et le centre communal d'action sociale. Monsieur Padeloup, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. L'année 2022 se clôturera par des élections professionnelles pour les agents de la collectivité. À compter de 2023, le comité
technique et le comité hygiène et sécurité seront refondus dans une nouvelle instance nommée comité social territorial. Pour rappel, ces deux instances sont actuellement portées par le CIG, le Centre interdépartemental de gestion. Compte tenu du nombre d'agents de la commune sous le seuil de 50 lors du dernier renouvellement, or, il est de pratique constante que les décisions en matière de ressources humaines soient déclinées à l'identique au sein du centre communal d'action sociale. En tenant compte de ces agents, le seuil des 50 est largement dépassé, donc le cumul des agents de la commune et des agents du CCAS. Aussi, la municipalité souhaitant placer le dialogue social au cœur de son action politique, il est proposé de créer un comité social commun entre la commune et le CCAS. Les sujets communaux pourront ainsi faire l'objet de débats et concertations avec les agents directement visés et non avec des représentants syndicaux sans attache directe avec notre commune. Cette mise en commun du comité social a été soumise au conseil d'administration du CCAS le 23 mai dernier. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité social territorial unique, compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, contractuels et contrats de droit privé au 1er janvier 2022 pour la commune et le CCAS sont supérieurs au seuil minimum de création du comité social territorial, il est donc proposé aux membres du Conseil de créer un comité social territorial commun, compétent pour les agents de la commune de Mézières et du CCAS de Mézières, de placer ce comité social territorial auprès de la commune de Mézières-sur-Seine, d'informer Monsieur le Président du CIG de la Grande Couronne de la création de ce comité social territorial commun et de préciser que le comité social ainsi créé prendra effet avec les élections professionnelles de décembre prochain. Monsieur le maire. Pardon. Petit point technique. Y a-t-il des questions sur cette évolution ô combien importante pour les agents de notre commune? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Ça, c'est un autre point. Point 10. Composition du comité social territorial. Une fois actée la création de ce comité social territorial, il convient de se prononcer sur sa composition et sur les modalités de recueil des avis formulés. Les membres du Conseil sont ainsi invités à se prononcer sur, d'une part, le nombre de représentants du personnel au sein de cette instance, étant précisé que ce chiffre doit être inclus entre 3 et 5 compte tenu du nombre d'agents au sein de la collectivité et que les représentants syndicaux sollicités sur ce sujet ont préconisé une composition à 3 membres. Le fait de maintenir ou non la parité de cette instance, c'est-à-dire de permettre ou non que l'instance comprenne en nombre égal des représentants de la collectivité, étant précisé que les représentants syndicaux sollicités sur ce sujet ont préconisé le maintien de la parité, puisque, avant de le passer en conseil, avec notre directrice générale des services, nous avons convié les représentants des différents syndicats représentés dans le CIG, au CIG, à venir s'entretenir avec nous, et c'est ce pourquoi on peut vous dire ce qu'ils nous ont préconisé. Le fait de recueillir ou non avec voix délibérative l'avis des représentants de la collectivité, le cas échéant sur toute ou partie des questions soumises au CST, étant précisé que les représentants syndicaux sollicités sur ce sujet ont préconisé un recueil des voix sur toutes les questions soumises à l'instance. Considérant qu'il convient de déterminer la composition du comité social territorial à compter de 2023, il est proposé aux membres du Conseil de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du CST à 4, puisque si on veut une parité, c'est 3, on n'aura jamais la parité. Donc on propose de le mettre à 4, de maintenir la parité avec les représentants de la collectivité et de recueillir la voix délibérative des représentants de la collectivité sur toutes les questions qui seront soumises à délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 11, dossier de réalisation de la ZAC des Fontaines, dossier dont je sais certains membres du public qui attendent avec impatience. Et je vous remercie d'être venus. C'est toujours plaisant d'avoir des gens au sein du conseil municipal, même si je sais que beaucoup nous regardent, et beaucoup nous regarderont aussi en rediffusé. Alors, pour mémoire, le préfet des Yvelines, dès 1991, a identifié le site entre l'église et le bois des Crânes comme site opportun de développement du bourg. D'où son inscription à ce titre dans le plan d'occupation des sols communal à l'époque. Entre 2009 et 2011, l'opportunité d'urbaniser le site des Fontaines est confirmée par une étude spécialisée réalisée par l'Audace et par le projet d'aménagement et de développement durable du PLU, débattue en conseil municipal.
Elle devient nécessaire pour répondre aux besoins de structures d'accueil pour les personnes âgées, d'habitats diversifiés et d'équipements publics sur les prochaines années. Afin de disposer des outils juridiques et qualitatifs adaptés à une opération de cette ampleur, la commune a souhaité inscrire l'opération dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée, une ZAC. Cette procédure d'initiative communale implique des phases de concertation et garantit une maîtrise communale des orientations du programme et du phasage des réalisations. Aussi, par délibération en date du 30 juin 2010, donc tout ça, ça commence à dater, le conseil municipal a confirmé les objectifs d'aménagement, engagé une concertation préalable à la création d'une ZAC et défini ses modalités. Après plusieurs mois de travail et d'échanges avec les habitants, les réflexions et études menées ont affiné le périmètre de l'opération, son programme prévisionnel, les orientations d'aménagement. À l'issue de ces études et de concertation, le conseil municipal a approuvé par une délibération en date du 25 novembre 2013 la création de la ZAC. Par délibération du 3 novembre 2016, le conseil municipal a retenu la SEM Citalios comme aménageur de la ZAC, approuvé le traité de concession d'aménagement et ses annexes et autorisé monsieur le maire à signer le traité et ses annexes. Comme la majorité municipale s'y était engagée durant la campagne électorale, le programme de la ZAC a été retravaillé durant l'année 2020 afin de réduire les constructions et leur hauteur, notamment en lisière de la forêt, mais également afin d'y intégrer davantage d'espaces verts et de promenades afin de privilégier un cadre de vie agréable. C'est ainsi que le programme revu sur 3 phases a pu bénéficier au printemps 2021 de l'accompagnement financier du département des Yvelines, permettant d'équilibrer cette opération grâce au fonds Prior, que nous avons tous voté. Enfin, en ce début d'année 2022, la communauté urbaine et le syndicat mixte Seine-et-Oise ont validé chacun en ce qui concerne les équipements publics qui leur reviendront au sein de ce programme, notamment les voiries pour GPSO. La dernière phase de la procédure réglementaire de ZAC est l'approbation du dossier de réalisation de la ZAC par le conseil municipal. Tel est l'objet du document présenté et que vous avez toutes et tous reçu, qu'on a présenté en commission et que vous avez reçu en pièce annexe. Il y a donc ce dossier comprend le programme des équipements publics à réaliser dans la ZAC, donc tous les équipements liés à la voirie, à la gestion des eaux de ruissellement, mais aussi en ce qui concerne la commune de Mézières, la création d'un complexe culturel avec une médiathèque et une salle de danse, puisque c'est le souhait de la majorité que d'avoir une salle plus appropriée pour une section de danse qui compte aujourd'hui près de 300 inscrits. Le programme global des constructions à réaliser dans la ZAC, avec, comme je l'ai dit et comme nous l'avions expliqué, une diminution de nos logements, puisque tous les R+3+com qui étaient prévus en lisière de forêt, donc plein nord, ont été supprimés. Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement échelonnées dans le temps et l'étude d'impact. Sont en outre annexés au dossier les accords de GPSO et du SMSO. Donc pour rappel, pour ceux qui nous regardent, GPSO gère surtout les voiries, et puis le PLUI, bien sûr. Et le SMSO gère la compétence GEMAPI, les eaux de ruissellement, qui est une compétence intercommunale, mais qui a été déléguée au syndicat SMSO de par leurs compétences, sur le principe de réalisation des équipements publics relevant de leurs compétences. Le dossier ainsi constitué est présenté pour validation aux membres du Conseil. Une fois adopté, il fera l'objet, et ça je m'y étais engagé et je le tiendrai, ce dossier de réalisation fera l'objet d'une réunion publique de présentation à l'ensemble de la population de Mézières. Je pense fin du mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Oula, pardon pour le micro et pour ceux qui nous écoutent. Considérant que le dossier de réalisation est conforme aux attentes et objectifs recherchés par l'aménagement de cette zone, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le dossier de réalisation de la ZAC des Fontaines, pièce annexée numéro 17. Y a-t-il des interventions sur... Alors moi j'ai Madame deux petites questions. Oui. Sur un des documents qui date de 2019, si je ne me trompe pas, on parle de stationnement. Et on dit qu'il y a le stationnement doit pourvoir 35 places publiques dans la ZAC, commerce et visiteurs, et qu'on peut se garer rue Nationale. Mais du coup, depuis quelques années, on n'a plus de place rue Nationale. On ne prévoit pas un peu plus de Alors ça me fait plaisir. Alors je vais répondre à cette question, sauf si vous allez-y poser la deuxième, mais je vais répondre. Et la deuxième, c'est une question de route, de voirie. Est-ce que du coup, toutes les voiries, les grands axes vont être faits, par exemple de rue de Bellevue jusqu'à Fontaine-Lubin, tout d'un coup C'est deux très bonnes questions, mais mes réponses ne vont pas vous plaire. Première question, ce qui concerne le stationnement, ça fait plaisir que vous la posiez, puisque 2019, vous en parliez, c'est vous qui l'aviez voté, écrit 35 places de parking, c'était une hérésie totale. Je l'ai dit, je n'ai pas écouté.
Bon, maintenant, on est dans la majorité. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y aura bien plus que 35 places. Mais c'est un document de 2019. On est obligé de l'annexer comme toutes les pièces qu'on a annexées, qui datent de 2013 et de 2010. Deuxième point, alors la question, déjà, je ne me rappelle plus. Oui. Deuxième question qui a été un combat des élus majoritaires dès 2020. Vous promettiez, dans le cadre de cette ZAC, 3 phases. Très bien. Ça, on n'a pas pu y toucher, il y a toujours 3 phases. Sauf que, si vous regardez aussi, en 2019, il y avait bien 3 phases, sauf que toutes les voiries n'étaient pas faites en phase 1. Ce qui voulait dire que même si elles étaient indépendantes les unes des autres, les phases 2 et 3 étaient inévitablement réalisables, puisqu'il fallait équilibrer financièrement l'opération en phase 2 et 3 et faire les voiries. Nous, on s'est battu pour que toutes les voiries de la ZAC des Fontaines soient faites en phase 1. Donc toutes les voiries seront faites en phase 1. Et donc la phase 2 et 3 seront vraiment indépendantes. Et si, à un moment donné, il y a une équipe qui dit bah, « moi, en phase 2 et 3, je veux faire mettre des chevaux bah, », ils mettront des chevaux. Ou si en phase 2 et 3, bah, moi, je vais faire que du pavillonnaire, bah, ils mettront que du pavillonnaire. Ou si en phase 2 et 3, je veux mettre des immeubles, bah, ils mettront que des immeubles. On est vraiment... Toutes les voiries seront faites en phase 1. On s'est battu pour ça, et c'est ce qu'il y a dans le dossier de réalisation. Alors, je trouve ça logique, en effet, mais pourquoi on n'a pas de dossier de réalisation mis à jour dans les pièces jointes? Elles sont de 2019 Ah non, c'est écrit dans le dossier de réalisation que toutes les voiries sont faites en phase 1 et c'est ce qui sera présenté au mois de juin aux habitants. Mais dans quel document qu'on a reçu? Il date de 2019, tous. Hein. Non. Il y a des documents qui datent de 2019, mais si vous regardez par exemple, c'est simple, regardez le bilan financier. Vous voyez qu'en phase 1, dans le bilan financier, il y a toutes les voiries. 6 millions de voiries, tout est en phase 1. Alors qu'avant, c'était éclaté en phase 2 et 3. Alors après, il se peut qu'il y ait une coquille, qu'il y ait un document daté de 2019 qui a été mis à jour, et c'est possible. Hein, ça, c'est Citalios qui nous l'envoie. Et même nous, on n'est pas à l'abri d'une coquille. La preuve, on s'est peut-être trompé sur le procès verbal. Mais aujourd'hui, je vous le garantis, et c'est ce qui sera présenté au mois de juin, en phase 1, tous les logements R+3+, ont été supprimés au Lysa de la Forêt. Voilà, ça vous l'avez vu. Et toutes les voiries seront faites. Moi, j'ai une autre question aussi. Quand il y a eu la convention Prior, on avait parlé d'un nombre de logements, de 485 logements sur la totalité de la ZAC. Et là, dans un document, il est indiqué pour l'eau, entre parenthèses, en l'occurrence, qu'il y aurait 550 logements dans la ZAC. Alors, quel est le nombre et dans quel laps de temps tous ces logements-là seront construits? Bah demain, Madame Noll. Oui. Non, je plaisante. Oui, non, mais moi, je plaisante pas aussi. Non, mais d'accord. Une réponse. Non, mais vous l'avez bien vu dans le cadre du dossier de réalisation, les phases 1, les phases 2, les phases 3 sont complètement indépendantes. Aujourd'hui, Citalios peut dire qu'en phase 2 et 3, il voudra faire 300 logements, 400 logements, enfin, ils disent ce qu'ils veulent. Mais ils seront obligés de re-signer une concession d'aménagement. La phase 1, c'est la phase 1. Elle sera terminée, je pense, 2028, 2029. Donc après, les phases 2 et 3, est-ce qu'on va présenter, et ça, je ne le cache pas, et les gens, je les invite à venir au mois de juin, on sera à 270 logements en phase 1. Là où vous étiez à 350. Donc oui, on a juste diminué de 70 logements. Les phases 2 et 3 ne devaient pas être faites. Comment ça, elles ne devaient pas être faites? Ça, c'était vous qui disiez qu'ils promettiez des beaux jours. Mais vous promettiez que vous... Non, mais vous promettiez que vous ne l'aviez pas, et puis en fait, vous ne faisiez pas les voiries. Mais vous foutiez de la tête des gens. Alors, là, vous faites la voirie, alors on est sûr que tous les logements seront construits. Mais pas du tout. C'est les gens qui vont habiter rue de Bellevue, Madame Noll, en phase 1, derrière la rue de Bellevue. Si vous connaissez, derrière la rue de Bellevue, c'est la phase 1. Les gens qui vont habiter derrière la rue de Bellevue, vous les faites rentrer et sortir comment si vous ne faites pas toutes les voiries? Il y avait un sens de circulation qui avait été bien conçu. Sûr. Hein. Et les gens qui habitent aussi au chemin Saint-Nicolas, derrière l'église, vous les faites rentrer et sortir comment s'il n'y a pas toutes les voiries qui sont faites? Vous allez faire tout à part le chemin de passage Saint-Nicolas? Mais c'est une blague. Donc, allez pas nous donner des leçons quand vous n'avez rien fait pendant 6 ans. Oui, mais là, vous allez les faire sortir par la rue de la Fontaine-Lubin et tout ça, alors que c'est très étroit aussi. Si les gens circulent de la rue de Bellevue jusqu'au bout du pays, ça ce sera une parallèle à la rue nationale, de manière à ne pas engorger la rue nationale.
Et ça sera aussi l'opportunité, de par les petites artères, de faire des boucles pour favoriser nos commerces de proximité. Parce que quand vous n'aurez pas de place à la boulangerie, même si maintenant, s'il y a un rare depuis la création de la zone bleue, mais imaginons que vous n'avez pas de place à la boulangerie, plutôt que de faire tout le tour du village, bah vous aurez juste à faire une boucle dans la ZAC des Fontaines. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais vous viendrez, non, pas Madame du Nol, j'en tout. suis certain, Pas du tout. à la réunion de fin juin. Pas du tout. Par contre, j'ai encore une autre question. Moi, j'en ai plein tout le temps. Page 7 du premier, page 21 du premier document. Vous parlez de la bibliothèque et de la salle de danse, qui va coûter à peu près 1,5 million en global. L'aménageur redonne les fonds de concours 720 000 euros. Ouais. Il reste à la charge de la commune 780 euros. Là-dessus, est-ce qu'il y aura encore 780 000 euros? Excusez-moi, j'ai oublié 3 zéros. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Est-ce que sur ça, on aura encore la possibilité d'avoir des subventions ou ça bien sera sûr. à la charge complète de la commune? Mais non, on parle de la culture, donc on aura forcément des subventions au minimal régional et certainement un fonds de concours à GPSO. Mais on aura des subventions. Ben, si on a déjà le fonds de concours par l'aménageur, on pourra avoir encore le fonds Non, de concours. c'est pas un fonds de concours aménageur, c'est une obligation. Puisque quand on fait une ZAC, et donc on fait appel à un aménageur, le but de faire appel à un aménageur, c'est qu'il finance des équipements publics. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin d'un aménageur, on le ferait nous-mêmes. Mais l'idéal, c'est qu'il porte le foncier avec les PIF, il sélectionne les bâtisseurs, les lotisseurs, on prend un architecte, etc. Enfin, il fait tout le travail que nous, on n'a pas en ressources, en capacité de faire à la commune. Mais surtout, il nous doit des équipements publics. Donc c'est lui qui va payer les voiries, qui rétrocède à GPSO, mais c'est lui aussi qui va construire la médiathèque avec notre cahier des charges. Il me semble que vous faites partie du COPIL. Non, c'est Madame. Non, moi, je fais pas partie. C'est Madame Go. Au dernier COPIL, on a donné des axes, et nous, ces axes prioritaires de la commune, on les envoie à Citalios, qui va les envoyer aux promoteurs, et c'est eux qui construisent. Et ils nous livrent brut, et il va nous rester à peu près, en effet, 800 000 euros. Mais dans les 800 000 euros, on a le droit à des subventions. Et dans quelle proportion à peu Bah, près maximum, ce sera 70%. Ça reste le plafond. Si on peut aller à 70%, on ira. Ouais. Ah, pardon, 80. 80. Donc 20% à la charge de la commune. Par contre, c'est pareil, dans le texte, il est prévu que la commune achète les locaux en VEFA, vente en état futur d'achèvement. Donc c'est 1,5 million. Ça concerne cet achat-là ou c'est que l'aménagement des locaux de la bibliothèque et de d'école de danse? Ah, c'est que ces locaux-là qu'on achète en VFA. Oui, mais les 1,5 million, ça représente l'achat et l'aménagement ou c'est que l'achat des murs? Attendez. Moi, je pose des questions. Le VFA, c'est... On l'achète brut. Donc on aura le second œuvre à réaliser. Donc là, on achète brut. Mais là, dans les 1,5 million qui est noté dans un plan de financement GPSO, Ouais. est-ce que c'est que l'aménagement ou c'est l'achat des murs? C'est que l'achat des murs. C'est que l'achat des murs. Oui. Donc après, il faut rajouter encore la... Oui. Et vous pouvez rajouter à peu près, grosso modo, je pense, entre 1 800 à 2 000 euros du mètre carré. À peu près. Déjà, là, ça fait 3 000 euros le mètre carré, si c'est d'achat. Et après, il y a encore 1 800 euros à rajouter Ah bah, le au second mètre carré. œuvre, ça coûte cher. Hein. Faut l'électricité. Ah ouais, il faut qu'on ait les reins solides. Et par contre, il y a autre chose aussi. Là, dans ça, on ne parle plus, dans le premier document, on ne parle plus du tout des commerces. Si, il y a 500 mètres carrés de commerce. Et là, c'est... Ça n'a pas bougé. Oui, mais il n'y a rien dans le plan de financement, il y a pas de... C'est nous qui les achetons ou c'est l'aménageur qui les... L'aménageur qui les revend? vendra. La commune n'a pas d'aménagement à faire sur ce... Non, sur le l'aménageur, commerce. l'aménageur, enfin en tout cas le promoteur qui prendra ce lot, Oui. les vendra. Après, si la commune veut se porter acquéreur dans le cadre d'une société d'économie mixte, par exemple, pourquoi pas. Mais à aujourd'hui, il n'y a rien d'écrit sur le papier. D'accord, En tout cas, il y aura 500 mètres carrés de commerce dans la ZAC des Fontaines, derrière l'église. d'accord. Toujours en prévision d'augmenter cette artère qui est la rue nationale et nos commerces historiques.
Enfin, à la ZAC, si on arrive à 550 logements, ça représente quand même plus de 2500 personnes à peu près. Mais il faut être réaliste quand même. Mais on ne fait pas un truc utopique comme ça. C'est quand même une réalité. Non, mais vous me si faites on fait rire, 550 logements. Vous, en phase 1, vous prévoyez, sans rougir, 350 logements, on le diminue à 270, donc on enlève 70 logements, et vous êtes en train encore de me donner des leçons. Bah oui, je suis en Mais train vous de faisiez donner quoi des pendant leçons 6 parce ans, que Madame Noll? À Vous la dormiez? réalité, à la finalité, ça en fera plus que ce qui était prévu au départ. Mais pas du tout. Mais si. Pas du mais tout. si. Mais si, Monsieur Fontaine. Arrêtez de Vous nous verrez. prendre pour des perdreaux de l'année. Hein. Vous verrez. Je pense que c'est vous, avec votre super projet du 8 mai, qui nous avez pris pour des perdreaux de l'année. Donc arrêtez de nous donner des leçons. Et laissez-nous faire ce pour quoi on a été élu, Madame Noll. Ouais, on verra bien, oui, c'est sûr. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je suis contre. Ah, vous êtes contre ou vous abstenez? Ah, moi, je suis contre. Madame Noll est contre. Qui s'abstient? Monsieur Adichan et Madame Go. Donc vote à la majorité et je vous en remercie. Point numéro 12. Convention au profit de Totem France pour l'installation d'une antenne relais sur le stade de la Conche. Comme évoqué lors des conseils précédents, et ça fait 1 an et demi qu'on en parle, la couverture mobile du quartier de la Villeneuve, notamment et plus largement de l'ensemble de la commune, est très insuffisante. Mais surtout au quartier de la Villeneuve. Dans ce cas, la société Totem France a sollicité la mairie en vue de l'implantation d'une antenne relais. Après étude des emplacements les plus adaptés à une couverture générale de qualité, il s'avère que le stade de la Conche est un lieu répondant aux attentes techniques. Aussi, un projet d'implantation sur ce site a été étudié. Pour rappel, la municipalité a souhaité informer de ce projet dès l'été dernier. Les habitants du quartier, dans un rayon rapproché puis étendu, le retour en mairie est très largement en faveur de l'implantation de cette antenne. Je rappelle que dans le cadre de mon porte-à-porte, certainement insuffisant pour la minorité, j'avais obtenu 4% d'avis négatifs. 4% sur 3 Pékins, peut-être, ça ne D'accord. veut pas Les signifier Pékins grand-chose. apprécieront. Oui. Et Pékins vous avez apprécieront, oui. milité très largement aux sorties d'école avec une pétition très largement et vous m'avez ramené 14%. Bon, c'est toujours une minorité. Dans ces conditions, la municipalité a négocié les termes d'un bail avec la société Totem France en vue de l'installation de cette antenne sur le stade de la Conche. Il est rappelé que par délibération du début de mandat, le Conseil a donné délégation au maire pour conclure une simple décision, les baux d'une durée n'excédant pas 12 ans. Or, compte tenu du caractère spécial de la convention ainsi visée, compte tenu également de la durée de celle-ci, pour excéder la durée maximum définie dans la délibération en question en cas de renouvellement. Il apparaît donc opportun de saisir les membres du Conseil de cette question et je rappelle que si cette antenne 5G serait implantée sur un terrain privé, ceci ne passerait même pas au Conseil municipal. Considérant, vu l'avis de la Commission Affaires Générales du 20 mai, considérant que la couverture de la commune et plus particulièrement du quartier de la Villeneuve est très insuffisante pour ne pas dire totalement inexistante, considérant qu'il est d'intérêt général de permettre l'installation d'une antenne de manière à résoudre cette problématique de réseau, considérant que l'antenne ainsi définie dans le projet de convention sera ouvert à la concurrence sur l'ensemble des opérateurs de réseau intéressés, considérant que le projet de convention avec la société Totem porte sur un lieu pour lequel le conseil municipal n'a jamais été invité à déterminer un prix, considérant que le projet de convention peut excéder la durée de 12 ans en cas de renouvellement, durée maximum pour laquelle le conseil municipal a donné délégation au maire pour signer un bail sur simple décision, considérant en outre que l'objet de la convention porte sur l'implantation d'une antenne relais, sujet d'ordre stratégique pour lequel il est jugé nécessaire de soumettre la question au débat au sein du Conseil. Il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le projet de convention avec la société Totem France sur l'implantation d'une antenne relais sur la stade de la Conche, d'autoriser le maire à signer la dite convention et à en suivre la parfaite exécution. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Pinchot. Oui. Est-ce qu'il faut préciser, pour que tous les spectateurs comprennent, que cette antenne 5G va desservir le réseau Orange? Oui. Et exclusivement le réseau Orange. C'est-à-dire que ceux qui ont comme opérateur SFR ou Bouygues ou etc. ne verront aucune amélioration à cette antenne 5G. Alors oui, on peut le préciser. Ouais, vous avez raison, il faut le préciser. Par contre, il faut aussi préciser que ceux qui sont chez Bouygues et qui habitent la Villeneuve, c'est pourquoi parfois des personnes peuvent me dire, bah si, nous on capte, parce que chez Bouygues on capte grâce à une antenne qui est sur un terrain privé à Épône, sur Velane. Et on capte Bouygues à la Villeneuve très peu, mais on capte.
Orange et SFR, on ne capte pas du tout. Par contre, avec cette antenne, en effet, on va capter Orange. Et dans le cadre, parce que j'ai rencontré Totem il y a peu, ils sont déjà en négociation avec SFR pour intégrer SFR dans l'antenne. Donc, ça voudra dire au moins à la Villeneuve, on captera les 3 opérateurs à terme. Attention, qui dit voter ça là maintenant, je pense que l'installation de l'antenne ne sera pas avant au moins 1 an. Il y a encore du boulot. Voilà. Bon, moi, j'ai une question quand même, parce que c'est quand même l'antenne, là, il y a quand même des risques majeurs. Pour preuve, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a suspendu une antenne, justement, qui était placée à 200 mètres d'un élevage, où il y a eu quand même, c'était un élevage de 200 vaches, il y a eu quand même 40 vaches qui sont mortes. Donc, par rapport au poids d'une vache et le poids d'un gamin qui est dans une école à proximité, un stade de foot et des habitations, il y a quand même un risque majeur par rapport à ces antennes. Et on n'a pas le recul nécessaire pour évaluer ces risques. Donc c'est sur ça qu'on se bat et que les habitants, beaucoup d'habitants de la Villeneuve ne sont pas d'accord sur l'implantation de cette antenne aussi proche des habitations. J'entends ce que vous me dites. Après, si vous voulez faire votre travail d'opposition, vous pouvez aussi attaquer les délibérations et nous mettre à un tribunal administratif. Peut-être que vous aurez gain de cause, et tant mieux pour vous, et au moins vous aurez fait votre travail d'opposition. Peut-être également que les habitants, enfin, ça fait 2 ans maintenant que nous sommes là. L'antenne 5G, nous, on l'a vu arriver assez rapidement, puisque ça datait. Je me souviens de l'ancienne DGS qui m'apporte en plein été 2020 un projet d'antenne 5G Orange sur le parking de Carrefour Market. Et là, c'était hors de question. Enfin, vous imaginez en plein Carrefour Market une antenne de 30 mètres. Donc assez rapidement, on l'a communiqué. On vous l'a communiqué. À chaque conseil municipal, vous nous faites une envolée lyrique sur le sujet. J'entends, mais si les habitants étaient vraiment contre le sujet, je peux vous le dire, hein, j'ai encore fait dernièrement la fête des voisins. Je suis allé là-haut, tout le monde m'a dit quand est-ce que l'antenne 5G arrive? Et ils m'ont tous dit. J'ai fait le chemin des sources et tout le monde m'en a parlé. Donc peut-être que vous êtes contre et qu'il y en a 2-3 qui sont contre, je peux l'entendre. Toute décision ne fait pas l'unanimité, c'est normal. Mais je l'avais promis, moi j'habite pas à la Villeneuve, donc je suis allé voir les gens de la Villeneuve. C'est eux qui m'ont dit, allez-y. Donc, alors peut-être qu'on ne connaît pas les mêmes personnes. Oui, sûrement. Si vous aviez déjà fait l'impasse sur tous les opposants que vous supposiez opposants, c'est vrai que ça retirait déjà du monde. Hein. Certainement. Ouais, sûrement. Bon, je vous rappelle que le 15 mars 2020, on a gagné à 70% à la Villeneuve. Donc je ne pense pas avoir que des opposants à la Villeneuve. Ouais, c'est sûr. Merci Madame Nold. D'autres interventions sur le sujet? Bon, non, puisque vous allez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi... Vous savez, on est en démocratie. La France est un beau pays. Et si vous sentez que réellement cette antenne est dangereuse, mettez-nous un tribunal administratif. Ouais. Vous avez le droit, c'est aussi la loi qui vous l'autorise. C'est peut-être les habitants de la Villeneuve qui vous le feront. Bien. Qui est contre? Je ne prends pas part au vote, monsieur le maire. Monsieur Padelou ne prend pas part au vote. Qui est contre? Donc, monsieur Adichan, madame Gau et madame Nold. Qui s'abstient? Bien, vote à la majorité. Je vous en remercie. Nous devons faire, avant les points divers, le tirage au sort des jurés d'assises. Grand moment important. Donc, le nombre d'électeurs à tirer au sort pour la constitution des jurés d'assises 2023 a été fixé à 9 pour la commune de Mézières-sur-Seine, par arrêté préfectoral, en date du 4 avril 2022. Il est rappelé que cette procédure doit être effectuée en public. Aussi, il est proposé d'y procéder lors du présent Conseil. À titre informatif, il est rappelé la procédure de tirage au sort. Monsieur le maire, en tant que détenteur du pouvoir de police et représentant de l'État sur la commune, tire au sort dans l'enveloppe numéro 1 un numéro de page, puis dans le numéro 2 un numéro de ligne. Dans la liste électorale est retenu le nom correspondant à ces 2 numéros, sauf si l'électeur est radié ou s'il est né après 1999. L'opération est renouvelée autant que nécessaire. Monsieur le maire procédera alors au tirage d'un nouveau numéro de page et d'un numéro de ligne. Ainsi averti de la procédure à suivre, il est proposé au conseil municipal d'assister à cette désignation. Et on va essayer d'aller vite. On a donné une enveloppe à monsieur Padelou qui va s'occuper du numéro de page et madame Drouet qui s'occupera du numéro de ligne. Donc quand vous m'avez donné votre numéro, il faut bien le remettre dedans. Parce que vous pouvez tirer 2 fois le même numéro. Et moi, comme ça, je donne les noms. D'abord, le numéro de page. Madame Loiry pioche et je lirai le numéro. Numéro 234. Numéro de ligne, s'il vous plaît. Madame Drouet.
Alors, Numéro 3. 234, donc la ligne numéro 3. 1, 2, 3. Né en 1958. Donc c'est bon. Novak Michel René. C'est bon. Ensuite, Numéro 105. Numéro 6. numéro 105. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né en 1974. El Yousfi Hicham. C'est bon. Numéro 279. Numéro 5. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 1936. Connu du grand public. Setz Alfred Edmond. Le grand et beau Fredo. Numéro 35. Numéro 4. Numéro 35 et numéro 4. 1, 2, 3, 4. 1989, c'est bon. Monsieur Binet Stéphane Arnaud. Numéro 252. Numéro 1. Né en 1965, Monsieur Poulain-Laurent. Au niveau parité, on n'est pas très bon, hein, vous pourrez le marquer, mais c'est le hasard. Numéro 184. Numéro 2. Numéro 184, vous m'avez dit quel numéro? Numéro 2. Numéro 2, 1974, Lefebvre, Karine, Stéphanie, Francine. Là, j'ai chaud juste pour tirer au sort. Il fait chaud. Jackie, tu veux pas ouvrir la fenêtre? Numéro 123. Numéro 9. Le numéro 123. Le numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1956. Gaudange, Jean-Pierre, André-Marie. Il en reste 2. Numéro 267. Numéro 2. Ah. En plus, c'est lourd. Hein. Numéro 2. 1970, donc Monsieur Rocco Benoît Joël. Numéro 119. Numéro 6. C'est le dernier. « 119. Et numéro 6. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1969, Roman Franck Pierre-André. Parfait. Ça, c'est fait. Alors, en point divers, j'ai des bonnes nouvelles, mais je garde ça pour la fin. Enfin, moi, c'est bon. Madame Noll, vous vouliez faire une intervention, et après, je répondais, Monsieur Pinchot a posé des questions. Voilà, pour notre groupe, j'avais une information à donner.
Monsieur Pinchot, qui est à côté de moi, se présente aux élections législatives à venir sous l'étiquette politique du Rassemblement national, qui n'est aucunement l'orientation politique de notre groupe. En raison de nos divergences d'opinion, Monsieur Pinchot ne fait plus partie de notre groupe Un Nouvel Élan pour Mézières. Voilà. Merci, Monsieur Pinchot. Je vous laisse poser des questions ou faire une intervention si vous le souhaitez aussi. Oui, c'était effectivement une information que l'on devait à tous ceux qui ont voté pour une liste qui était au départ d'hiver droite, qui était donc censée avoir regroupé plusieurs sensibilités de la droite. Ça va du centre droit jusqu'à la droite nationale, mais apparemment, c'était un faux-né et il s'agissait d'une liste Les Républicains parce que ce conflit a été orchestré de l'extérieur par quelqu'un qui est Monsieur Guillaume l'écrivain, qui est quelqu'un qui a des responsabilités chez les jeunes républicains, ce qui est tout à fait honorable, qui paraît-il aussi a des ambitions municipales, bon, ce qui est également très honorable, tout à fait, et ce que je respecte. Donc, j'ai aucun commentaire à faire sur ces objectifs. Par contre, je constate que la tolérance n'est pas de mise. Et je voudrais simplement dire aux Méziérois et aux Méziéroises que je continuerai à les défendre, même si cette exclusion, entre guillemets, me touche, je ne les abandonnerai pas. Et je suis au contraire plus libre et plus motivé que jamais pour mieux les défendre et qu'ils aient confiance, parce que ça fait quand même 8 ans que je suis conseiller municipal, donc j'ai fait preuve de toute la réserve, les gens me connaissent, j'ai fait preuve de toute la réserve nécessaire à l'occasion de ces mandats. Je crois que j'ai su être quelqu'un qui essayait de préserver l'unité. Bon, apparemment ça ne suffit pas. Mais je voudrais les rassurer, leur dire que je saurai distinguer, comme je l'ai toujours fait, les combats politiques à enjeux nationaux, auxquels il m'arrivera de participer, effectivement, parce que j'ai des opinions et je les défends, de la gestion des questions municipales qui nécessitent la plus large unité pour avancer. Et je continuerai à voter les délibérations, parce que c'est un reproche aussi qu'on me faisait de voter en faveur de la liste majoritaire un certain nombre de projets. Eh bien, je continuerai quand je trouve les projets cohérents et au service des Méziérois à apporter mon soutien à ces projets. Je distingue bien le cadre politique national de la gestion municipale et je respecte tous les Méziérois et tous les Méziéroises. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Lors de la constitution, lors de notre constitution de notre liste pour les élections municipales, tu nous avais assuré que ton engagement pour le Front National était de l'histoire ancienne, ce qui n'est pas le cas, la preuve. Donc voilà. Bon, vous savez, Madame Noll, quand il y a besoin de discuter, je vous invite à prendre votre téléphone et à échanger avec votre collègue, puisqu'il fait partie de votre groupe. Très bonne suggestion. Voilà, même si je n'ai absolument aucun souci à ce que ceci se passe en conseil municipal et que les habitants sachent. Mais quand il y a un problème de communication, c'est comme dans un couple, des fois c'est bien d'échanger sur le sujet et ne pas attendre le conseil municipal. Ensuite, vous aviez des questions, Monsieur Pinchot ? Oui, alors, il arrive parfois que des événements locaux prennent une ampleur de révélateur d'un problème national, par contre. Donc, j'avais des questions concernant la sécurité publique, puisqu'il y a quelques jours, malheureusement, une personne qui se promenait dans le parc du château d'Épône a été violemment agressée et dépouillée de ses effets personnels.
Bon, l'alerte, heureusement, a pu être donnée par des témoins assez rapidement, et c'est notre police pluricommunale d'Épône-Mézières qui a pu interpeller les 2 suspects. Donc, je voudrais commencer par remercier notre police et la féliciter de son action rapide et efficace. Et je rappelle que l'initiative de créer une police pluricommunale, c'était une initiative de l'équipe du précédent mandat. Donc, nous sommes ici, à Mézières-sur-Seine, à Épône, touchés par un problème qui est l'insécurité. Et j'en profite pour demander, puisqu'il y a une commission municipale qui s'appelle Affaires générales et sécurité, pourquoi on ne parle jamais de sécurité dans cette commission. Et je souhaiterais que le conseil municipal, d'ailleurs, dans son entier, ait connaissance, une fois par an, des statistiques locales de la délinquance et des incivilités, que l'on puisse disposer d'un bilan annuel de la sécurité dans notre secteur géographique. Nous n'avons aucune information sur ce sujet important, et qui est très important pour le quotidien des habitants de Mézières, et par le fait, nous occultons aussi le travail de nos policiers communaux. Et nous ne pouvons guère faire de propositions constructives pour améliorer la sécurité publique. Donc ça, c'est ma première demande. La deuxième, c'est que j'ai appris que certaines communes voisines envisagent d'équiper ou ont déjà équipé les policiers municipaux de caméras individuelles pour limiter les contestations et l'échauffement des esprits lors des interpellations. C'est loin d'être un outil de défiance vis-à-vis de la police. Au contraire, de l'avis des policiers qui sont déjà équipés, c'est un élément d'apaisement des tensions et de sécurisation des interventions. Donc je pose la question, la police pluricommunale d'Épône-Mézières est-elle équipée de ce type de caméra? Et y a-t-il un projet en ce sens si elle ne l'est pas encore? Quelle échéance? Alors, merci M. Pinchot. J'ai une deuxième question, mais j'en parlerai après. Voilà, je vous laisserai poser la deuxième question. Je vais vous répondre sur ces 2 points qui comportent la question 1. Vous le savez, je l'espère, M. Pinchot, la police est sous la seule et unique responsabilité du maire. Si cela peut vous rassurer, j'effectue un point régulier avec les polices nationales et municipales afin de mettre en cohérence nos actions de prévention et d'action sur le terrain. Depuis 2020, les chiffres sont très bons à Mézières-sur-Seine et ils ne font d'ailleurs que baisser. Vous utilisez aujourd'hui un fait divers, certes important, qui s'est déroulé sur la commune d'à côté, pour faire peur et tenter d'instaurer un climat d'insécurité. Je ne suis pas surpris venant de vous et connaissant vos idéaux, mais que les habitants qui nous regardent le sachent, il y a 100 fois plus de problèmes d'incivilité sur notre commune, comme les déjections canines, que de violences physiques par exemple. Pour votre deuxième question, je suis surpris par cette question. Les habitants qui nous regardent encore auront la preuve que vous êtes bien une opposition qui n'est pas là qui n'est là que pour tenter de mettre en difficulté, faire peur ou user de démagogie. J'aurais largement apprécié que vous puissiez être transparent quand vous étiez aux affaires. En effet, nos policiers municipaux sont tous munis d'une caméra individuelle depuis 2017. C'est donc votre équipe qui a mis cela en place et je suis comme très souvent, je suis surpris que vous n'en soyez pas au courant. Comme on ne parle jamais de la sécurité, comme je l'ai dit dans mon intervention, effectivement, je manquais d'éléments d'information, mais je vous remercie d'en parler enfin. Ensuite, deuxième question. Elle concerne l'incidence de l'inflation sur le tarif des cantines scolaires. Car du fait de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, l'inflation est relancée en France. On parle d'un taux de 5%, ce qui est quand même considérable. Et cette inflation va avoir des conséquences sociales importantes. Le tarif des repas des cantines scolaires a été négocié à l'occasion de contrats qui ne prenaient peut-être pas en compte ces derniers éléments. Alors, qu'en est-il pour Mézières? Comment va évoluer le tarif des repas scolaires pour la commune de Mézières-sur-Seine? J'ai écouté la presse et les déclarations. L'Association des maires de France a indiqué que ce serait à chaque commune de décider de la manière dont la prise en charge de ces hausses se fera, c'est-à-dire est-ce que c'est les parents
qui vont participer à cette hausse, ou est-ce que c'est le budget de la commune, totalement, partiellement, etc. Voilà. Bon, dans tous les cas, je vous rassure, si c'est le budget de la commune, ce sera quand même les parents qui paieront. Et ce sera vous avec nous. Mais passons, je vais vous répondre. En effet, comme pour les factures d'électricité, de gaz et de chauffage en général, nous ne savons pas ce qu'il va nous arriver. Ça, c'est vrai. Il est évident qu'il y aura une importante augmentation des tarifs de cantine pour la commune et pour le ciré en général. Le tout est désormais de savoir de combien, et nous ne le saurons pas avant le mois d'août. On peut également espérer des bonnes nouvelles du gouvernement et des futurs législateurs qui sauront peut-être, je l'espère, mettre en place des boucliers pour les collectivités territoriales qui ne s'en sortiront pas autrement. Je vous la confirme également, même si, comme vous le justifiez dans votre propos, l'Association des maires de France n'a pas encore donné de directive sur ce nouveau sujet. Mais la majorité municipale ne s'appuiera pas sur une directive nationale. Nous sommes aujourd'hui dans l'attente et prendrons toutes les mesures nécessaires pour préserver l'intérêt général et surtout l'égalité entre les Méziéroises et les Méziérois. Il est trop tôt pour répondre précisément à votre question, qui n'a d'autre but que de monter le verre à moitié vide. Je suis, quant à moi, resterai pragmatique et optimiste. Il s'agit simplement de prévoir l'avenir, ce qui est, quand on dirige... Prévoir l'avenir, mais avec des chiffres, c'est mieux. Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, quand on n'a pas de chiffres, on ne peut rien prévoir. Quand on sait ce qui... Bon, on a quand même quelques chiffres. Hein, encore une fois, l'inflation, elle est connue. Et si je parle de ce sujet, c'est parce qu'il est dans l'actualité et que tout le monde en a entendu parler, je pense, comme le gaz, dans les médias. Comme le gaz depuis 6 mois, et on a vu une augmentation à Mézières ? Non, mais pas encore. Le problème des tarifs des cantines, c'est quand même un sujet qui a été abordé récemment. Ça arrivera peut-être, mais dites-vous aussi, et on a peut-être une chance, c'est qu'on est dans la dernière année du marché. Excusez-moi de me préoccuper du sort des gens. Ou de voir le verre à moitié vide. Dans tout ce qui augmente, vous avez oublié l'eau, et ça, franchement, GPSO n'a pas été très fort pour recalculer et renégocier les montants de l'eau et la facture que tous les gens qui habitent GPSO, le territoire de GPSO, vont payer. C'est vrai que vous auriez fait mieux, et vous avez fait mieux, Madame Noll. Peut-être pas pire. D'accord. Peut-être pas pire. Comme d'habitude, on va peut-être prendre 2 questions des réseaux sociaux. Thomas, je sais que tu as screené tout ça. Vas-y, pose-moi 2 questions au hasard. Alors, une première question de Madame Koulibaly. À quand des caméras rue nationale ? Car entre vol de roues et incivilité, cela devient compliqué. On ne peut pas mettre des caméras non plus derrière chaque maison. Il y a des caméras à chaque intersection. Je croyais qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. Non, mais vous comparez une violence physique à un vol de roues. Ok. Non, mais d'accord. Il y a des vols partout, Monsieur Pinchot. Il n'y a pas qu'à Mézières-sur-Seine, mais enfin voilà, c'est un vol de roues. Aujourd'hui, il y a, à part dans la ZAC des Fontaines où on mettra des caméras, mais à date, il n'y a pas d'autres caméras prévues, d'autant que la rue nationale, vous ne pouvez pas l'emprunter sans passer devant une caméra. Donc, on ne va pas ajouter de caméras. Deuxième question. Je crois que la sécurité intéresse les habitants. Mais, peut-être de voisins vigilants aussi. Mais elle nous intéresse aussi, M. Pinchot. D'ailleurs, on a mis en place un CSU actif avec un agent qui nous a valu une belle tribune de l'opposition, puisque nous étions des élus oppresseurs qui allons mettre des amendes à tous les habitants. Donc, quand ça vous arrange, on ne fait pas de sécurité, puis quand ça vous arrange, on en fait trop. Si. Je pensais ça très bien de quoi. Oui. Deuxième question. Une question de Madame Gilles. Est-ce encore un immeuble qui va être construit rue Henri Bretonnet ? Il n'y a pas d'immeuble rue Henri Bretonnet ? Bah non. Allez préciser la question. C'est quelle rue ? Non, je peux pas répondre à la question, mais il n'y a pas de construction d'immeuble rue Henri Bretonnet. Bah ouais. Non. Non. Donc voilà. Ok, moi j'ai 3 petits points divers. Le premier, depuis le mois de janvier, et ça a été une demande, donc je voulais vous faire un petit point de fréquentation de la Maison France Service. Vous l'avez vu pour janvier-février, je me suis dit, mars aussi, je me suis dit qu'avril, ça pouvait vous intéresser. Sachez qu'à France Service, sur le mois d'avril, on fait en moyenne 15 personnes par jour à France Service, et à la Poste, 20 personnes par jour.
ce qui fait une moyenne de 35 personnes par jour sur le mois d'avril. Voilà. Sur le mois d'avril, alors c'est assez marrant puisque on a vu que sur le mois de février, c'était plus la CAF, le mois de mars, c'était la CNAV. Et là, on voit que les habitants, ils sont davantage sur le CNAM et la DGFiP. Bon, la DGFiP, c'est les impôts, donc ça, c'est... Voilà. Donc, vous avez les chiffres du mois d'avril. Je voulais, 2 points divers supplémentaires, remercier la forte mobilisation des élus lors des dernières manifestations, que ce soit les élections présidentielles, Pâques, et puis la fête communale qui a été, d'après les retours que nous avons eu, une très grande réussite. Et je remercie tous les élus qui sont mobilisés, mais bien sûr les agents et puis nos prestataires comme AEITech qui retransmet en direct les conseils municipaux. Vous dire qu'il y a 2 dates à retenir importantes dans l'actualité. La fête de la musique, place Ségala, mardi 21 juin, de 18h à 22h. Nous vous y attendons nombreux. De 18h à 20h, c'est des amateurs qui vont être sélectionnés ils ont rempli un formulaire que vous avez vu. Ils vont être sélectionnés par les élus. Et puis de 20h à 22h, c'est un prestataire, donc c'est un peu plus professionnel. La place Ségala sera donc fermée et nous avons eu garanti que le tabac brasserie sera ouvert avec une petite terrasse pour l'occasion. Et enfin, le dimanche 3 juillet, la brocante communale avec les inscriptions en cours. Donc, bien sûr, je vous y attends aussi nombreux. Et puis oui, les élections, le scrutin à tenir des départementales... législatives, pardon. 12-19 juin. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal. À bientôt.